sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Exactement. Décrassage. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui décrasse, qui va au-delà des paillettes et des athlètes. Je suis Protin Nalké et j'ai le plaisir d'animer cette émission consacrée à des personnes essentielles dans la vie des athlètes de haut niveau, mais dont on parle peu, les épouses des athlètes de haut niveau. Je suis aujourd'hui accompagné de mon co-animateur Joël Thibault et nous sommes accompagnés de nos deux invités. Fanny Kianguébeni, épouse de Johan Kianguébeni, joueur du club de handball de l'US Dreux Vernouillet, qui a essentiellement joué en première et en deuxième division, et il est également capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et nous avons également Elisabeth Alcibiade, qui est l'épouse de David Alcibiade, ancien joueur du FC Nantes. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Protin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à Joël ce que la thématique du jour lui évoque. Je suis très heureux qu'on donne la parole à Fanny et à Elisabeth. C'est rare qu'on donne la parole aux épouses de sportifs de haut niveau. Elles font souvent la une des faits divers ou pour des scandales et elles sont pas là ce soir pour nous parler de scandales ou nous révéler des choses scabreuses, mais vraiment nous parler de ce que c'est qu'être une épouse de femmes de sportifs de haut niveau, et puis qu'on apprenne à les connaître pour qui elles sont. Alors moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que je connais très bien leurs maris, qui sont tous les deux dans ce livre Plus que vainqueurs, où ils expliquent leur histoire. Donc on retrouve David Alcibiade en tant que footballeur et Johan Kianguébeni en tant que handballeur. Donc je vous recommande ce livre, mais ce soir c'est leurs épouses qu'on va découvrir, et je trouve que c'est super de vous avoir, puisqu'en plus je connais alors un peu plus Elisabeth, on a une longue histoire, mais je vais découvrir aussi Fanny ce soir, donc c'est très très heureux de faire cette émission spéciale avec vous. Merci Joël, je suis également très heureux de vous accueillir, Fanny et Elisabeth. En tout cas, on est vraiment très heureux, l'équipe est très heureuse de vous donner la parole parce que vous avez un rôle pas évident, mais on mérite d'en savoir davantage. Alors Fanny, je voudrais faire un retour au mois de janvier 2020. Donc Johan part à la Coupe d'Afrique des Nations de handball avec la sélection de la République démocratique du Congo en Tunisie. Et je crois qu'à ce moment-là, tu étais maman depuis très peu. Et donc, je voulais savoir comment tu as pu gérer cette période-là en l'absence de Johan. Alors, quand Johan est parti, donc en janvier 2020, effectivement, j'étais maman depuis... je suis déjà maman de grands enfants, mais on a accueilli notre 5e enfant, une petite Eva, et elle avait même pas 10 jours. Elle avait même pas 10 jours. Et donc c'était déjà un peu particulier qu'il parte à ce moment-là, parce qu'on savait qu'il allait partir avec la petite, serait vraiment très petite. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été hospitalisée. Elle est tombée malade. Elle a été hospitalisée 2 jours avant son départ. Donc on pensait qu'elle sortirait de l'hôpital. Donc on s'inquiétait pas trop. Et Joe est parti effectivement. Et la petite n'est pas sortie de l'hôpital. Elle est restée hospitalisée. Donc pour moi c'était assez compliqué de gérer ça, parce que j'avais aussi mes grands à la maison, j'avais le nouveau-né à l'hôpital, donc du coup qui était branché de partout, qui était malade. Ça a duré 10 jours, et donc tous les jours j'espérais sortir, et puis tous les jours on me disait que non, il fallait qu'on continue parce qu'elle avait besoin encore de médicaments. Donc ça a été un peu compliqué à gérer pour nous à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que cette période n'a pas débouché sur une certaine forme de tension entre Johan et toi, puisque j'imagine qu'il devait se sentir mal en étant absent alors que sa petite fille était à l'hôpital? Alors lui, il s'est senti très mal, parce qu'il pensait vraiment que la petite serait sortie juste après son départ, ce qui n'a pas été le cas. Il a beaucoup culpabilisé, et pour moi, effectivement, j'étais fatiguée avec la naissance, les hormones qui retombent, les enfants à gérer, les grands d'un côté, la petite à l'hôpital. Donc il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu des tensions, on était, forcément, il y avait des conflits, mais
on a réussi à passer outre et on s'est dit que de quoi qu'il en soit, de toutes les façons, il fallait pas rester sur ça, que c'était pas ni la faute ni de l'un ni de l'autre. Et on a beaucoup prié, on a beaucoup remis ça en prière, comme on est très croyants. Et le Seigneur nous a aidés à traverser ce moment difficile. Il a été un soutien pour nous, et malgré sa culpabilité, parce que lui, il se sentait très mal. Pour lui, il n'avait pas sa place là-bas, alors que sa fille était à l'hôpital. Et on a quand même beaucoup prié, et puis ça s'est apaisé. Très bien. Bon, je vais parler du retour, puisque finalement il était très attendu après toutes ces péripéties. Donc, lorsque Johan est rentré de la Coupe d'Afrique des Nations, donc je l'imagine clairement soulagé de rentrer, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé. Est-ce que son club lui a octroyé des jours de repos ou bien un congé de paternité? Alors, non, il en a pas pris en fait. Il aurait pu en avoir, mais il a fait le choix de pas en prendre parce qu'il s'était déjà absenté 3 semaines, si je me rappelle bien, où il n'avait pas été présent. Donc, il a pas voulu rajouter encore un congé paternité. Après, il était quand même présent. D'accord. Je t'ai posé cette question-là à dessein parce que le congé de paternité reste un sujet tabou parmi les athlètes masculins de haut niveau, alors que les athlètes, que l'on soit homme ou femme, sont des athlètes de haut niveau, certes, mais aussi des salariés à part entière. Et il y a un cas que je voulais évoquer, c'est le cas de Timothy Nagusa, puisqu'en octobre 2021, il fut le premier rugbyman ou le premier athlète masculin à prendre un congé de paternité. Et ce cas a divisé. Alors, il a pris ce congé de paternité notamment pour soutenir son épouse qui l'avait beaucoup aidé, qui avait fait beaucoup de sacrifices pour qu'il en arrive là où il en était. Toutefois, même s'il a été salué, il y a des voix influentes dans le rugby qui se sont levées et qui ont plus ou moins remis en question cette décision de prendre ce congé de paternité. Il faut savoir que le congé de paternité dure 28 jours. On arrive à un point où le congé de paternité reste encore quelque chose de difficile à percer au sein des athlètes masculins de haut niveau. C'est pour ça que je vais m'adresser à Elisabeth pour lui demander si elle a déjà été confrontée à une gestion similaire à celle de Fanny, du coup, avec une absence prolongée de David, son époux. Alors, c'est vrai que moi j'ai eu des absences de David, mais je commence par féliciter Fanny parce que 5 enfants avec un nouveau-né à l'hôpital, seul, je ne sais pas si tu avais des personnes autour de toi, de la famille ou des amis, mais nous on vient d'avoir une petite Salomé qui a 3 semaines et sans David, ça aurait été très très compliqué. Donc vraiment bravo avec 5 enfants. Moi, c'était tout autre en fait. Donc, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. David, quand on s'est mariés, il veut terminer sa saison au FC Nantes. Et c'est vrai qu'en fait, la première année et tout au long en fait de nos fiançailles et de notre temps de fréquentation, en fait, on n'a jamais vécu dans la même ville et parfois dans le même pays avec David. Et la première année de mariage, on n'était pas non plus dans la même ville. Donc c'est ça qui a été peut-être un peu compliqué. C'est vrai qu'on avait l'habitude du coup de vivre séparément, mais après le mariage, c'est vrai qu'on souhaitait se retrouver. Après, on avait fait le choix de faire des concessions. Lui, en tant que footballeur, et moi, je continue mes études, mon internat de médecine à Brest. Donc voilà, c'était un choix. Mais les absences prolongées, au final, j'avais presque l'habitude qu'on soit pas dans la même ville et qu'on construise un peu notre couple là-dessus. Mais c'est vrai que du coup c'était pas évident de vivre aussi David en tant que footballeur, il allait de ville en ville quoi. Il a pas eu une saison des saisons prolongées dans la même ville, en tout cas quand je l'ai rencontré. Donc c'était ça peut-être le plus difficile, c'est de savoir que mon mari, là pour l'instant il est à Saint-Malo, donc on était à 2h30 en voiture, donc on se voyait pas tous les week-ends parce que c'était pas possible, c'était plus difficile pour se projeter et anticiper des projets.
Justement, par rapport à ça, est-ce que tu appréhendais le fait d'avoir un premier enfant et que David soit sous contrat et que potentiellement il soit absent le jour de l'accouchement? Est-ce que ça faisait partie de votre discussion et de tes appréhensions? Alors oui, alors on ne parlait pas tout de suite d'enfant parce que, enfin voilà, pas tout de suite. En fait, David est très rêveur et moi je suis très terre à terre. Donc tout projet, quand on n'était pas dans la même ville, tout projet qui me soumettait, en fait, je le balayais d'un revers de main parce que on n'était pas dans la même ville, donc je voyais pas quel projet on pouvait avoir et notamment des enfants. Donc on se questionnait même pas sur les enfants à cette époque-là. Et les autres projets, ouais, c'était difficile. Ce qui à un moment donné était un sujet de souffrance, en tout cas pour moi, parce que je voyais pas comment construire. Enfin, je savais que j'avais épousé un sportif de haut niveau, mais je me suis dit comment on va construire notre vie au fur et à mesure des années si on est toujours séparés. Ah, c'est une très bonne question. Pour l'équilibre d'un foyer, c'est vrai que avoir une stabilité et la proximité de l'un et de l'autre compte justement dans le développement de votre couple et on peut tout à fait comprendre le fait que ça soit ou que ça ait été un sujet de souffrance, mais je crois que c'est important que tu puisses insister et expliquer ce que cela implique d'être avec un athlète de haut niveau. Joël, j'avais aussi une question pour toi parce que tu es aumônier du sport. Et tu es amené aussi à te déplacer régulièrement et parfois pour de longues périodes, comme ça a été le cas à Rio. Et comment cela se passe-t-il pour toi? Comment t'organises-tu par rapport à ta famille aussi? Oui, alors je vois qu'on peut, l'aumônier peut avoir les mêmes contraintes que les sportifs aussi en tant qu'accompagnateur spirituel. Ils se déplacent à leur rythme, alors moins souvent et pas sur toutes les compétitions, mais il y a des choses familiales qui peuvent être compliquées. Et c'est vrai que moi j'ai vécu un peu comme Johan, donc je comprends Johan et je comprends Fanny aussi parce que j'ai dû écouter ma femme et accueillir aussi ses inquiétudes. Quand je suis allé à Rio, c'était très très compliqué. Mais jusqu'à un mois de la compétition, je savais pas si j'allais partir. Et notre troisième enfant devait naître début septembre, juste au moment du début des Jeux. Et en fait, c'était très compliqué. Moi, comme Johan, je sentais que c'était ma place aussi d'être là-bas, qu'il y avait quelque chose d'un projet pour moi. Et en même temps, l'accouchement. Et c'est vrai que nous, les hommes, on est tiraillés parce qu'il y a le projet professionnel. Et dans cette situation, bon, il y a une grâce particulière, c'est que notre fille est née bien avant la date, je crois 15 jours avant, et donc j'ai pu profiter une semaine pleine. C'est vrai que ça a été 15 jours loin, mais j'avais pu profiter pendant une semaine. Et puis on sait que les premiers jours, l'enfant est très très proche de la maman, presque le papa n'existe pas, et donc j'ai pu revenir au bout de 15 jours, ce qui a été un long moment. Heureusement il y a les visios aussi, on peut voir, et là moi j'ai pu poser mon congé parental à mon retour, et ça c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que nous aussi on est confrontés parfois à ces choix là, sauf que peut-être que nous, on peut peut-être avoir la possibilité aussi, comme les sportifs, de dire non, mais ça peut impliquer aussi, ça n'implique pas que nous aussi, mais c'est vrai que c'est des choix compliqués à faire. Merci Joël. Bon, moi je n'ai pas eu ce souci-là. J'ai pu prendre mon congé de paternité sans aucun problème, avec un grand plaisir. Donc je mesure le privilège du congé de paternité sans être tiraillé entre mon activité professionnelle et la famille. Donc, mais c'est hyper enrichissant d'entendre toutes ces problématiques et comment vous les avez gérées. Elisabeth, tu t'es un petit peu présentée, tu as expliqué que tu étais médecin, tu es oncologue exactement, et tu nous as évoqué un petit peu tes craintes par rapport à ton lien avec David, qui était footballeur professionnel et qui allait de ville en ville et tout ça. Toi, ta carrière avait quand même été bien entamée lorsque tu as rencontré David. Et est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter par rapport à ce que tu as dit sur la gestion de ton quotidien en tant qu'oncologue
à côté de David qui lui était athlète de haut niveau. Ouais. Et oui, effectivement, c'était challengeant. Alors, le côté positif de pas vivre dans la même ville, c'est que moi, je fais mes gardes sans problème. Je peux être full-time à l'hôpital sans avoir une contrainte d'avoir une vie de couple, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'après, c'était challengeant parce que quand on s'est rencontrés en plus avec David, moi, j'étais vers la fin de mon internat. Donc, les études de médecine et la spécialité d'oncologie, en fait, faut penser que c'est 11 ans d'études jusqu'à la soutenance. Moi, j'avais rajouté un an, donc j'étais quasi entre ma 11e et ma 12e année d'études. Donc, c'est vrai que c'est pas une carrière qu'on arrête comme ça sur un coup de tête parce qu'on se marie avec un sportif de haut niveau. Donc, forcément, on a dû en parler. En tout cas, moi, j'étais pas prête, en tout cas, à abandonner cette carrière parce que voilà, c'est une carrière que j'ai à cœur, qui me plaît, pour laquelle je suis passionnée. Et donc, il y a ces interrogations d'avoir quelqu'un en face aussi qui a une carrière de sportif qui bouge beaucoup. Voilà, Saint-Malo, il avait fait l'Espagne, à un moment donné il était à Lille, voilà, donc d'être séparés. Et moi qui dois aussi poursuivre ma carrière jusqu'au bout, en tout cas. Certes, la question s'est posée, mais je pense plus pour poser la question, moi, j'étais pas prête à arrêter mes études. L'autre chose, c'est que quand on s'est mariés, donc la première année de notre mariage, moi, je préparais justement mon doctorat. Enfin, ma soutenance et ma thèse. Et donc, le fait de vivre à distance, c'était pas évident de gérer cet emploi du temps-là parce que j'avais des grosses journées. Souvent, on fait 8h30, 19h30 et plus si nécessaire parce que, voilà, il y a des contraintes. Les week-ends, il fallait quand même que je travaille ma thèse. Et en même temps, moi, j'avais envie de construire mon couple avec David, donc faire des allers-retours à Saint-Malo. Donc, ça m'arrivait, par exemple, de venir le vendredi soir et de repartir très tôt le lundi matin à 5h du mat pour avoir quand même du temps avec David et du coup, enchaîner ma semaine à Brest après. Et il y avait aussi des moments où il fallait que j'aille dans d'autres villes pour préparer ma thèse parce que c'est souvent des recueils de données. Donc, c'était des week-ends en moins avec David. Donc, voilà, fallait gérer en fait le temps, gérer l'envie d'être ensemble et de construire son couple qui est tout nouveau, quoi, qui est tout neuf entre guillemets. Dans tout ça, Elisabeth, alors je sais pas si tu imaginais te marier avec un sportif de haut niveau au début de ta rencontre avec David et de ton mariage. Tu l'as connu au plus haut, c'est-à-dire au FC Nantes quand il jouait en Ligue 1. Est-ce que finalement ce petit goût que tu as eu, ça t'a mis des étoiles dans les yeux? Est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous raconter qui tu t'es dit peut-être ça pourrait valoir le coup de mettre, allez, je te taquine un peu, mettre 11 ans, 12 ans d'études de côté pour le suivre dans cette aventure-là. Comment tu as vécu cette année un peu spéciale? Ouais, c'est vrai que il y avait des bons côtés. On a pu, c'est le fait déjà d'aller dans un stade, être bien placé. Bon, ça après c'est secondaire, mais les relationnels. Moi, à l'époque, quand David était au FC Nantes, c'était Ranieri l'entraîneur, et du coup, on a pu faire des restos avec Ranieri. Donc ça, c'est très sympa. Après, c'est la classe à l'italienne. Dis-nous un truc sur Ranieri, comment il est en fait? Est-ce que c'est un personnage? Comment il est aussi au niveau de son couple? Ouais, alors j'ai pas pu voir tout ça, mais ce que je retiens de Ranieri, c'est déjà un homme très respectable et surtout j'ai bien aimé son côté à l'italienne, justement, l'esprit d'équipe, la famille en fait. Tu vois que c'était son équipe, c'était sa famille, et ça, au restaurant, on le voyait, ce relationnel qu'il avait avec les joueurs, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'étais fière d'être aux côtés de David pour vivre ça, et je me trouvais, c'était sympa d'avoir ce rapport avec Ranieri, un peu dans l'intimité du groupe, en dehors de la télé. Donc ouais, ça c'était chouette.
Et c'est quelque chose aussi que je vis parfois dans mon travail, d'aller à l'étranger, rencontrer des personnes plus connues, on va dire. Il y a tout ce côté aussi, voilà, on est bien accueillis, le côté un peu VIP, exclusif, voilà, c'est des choses qui sont sympas à vivre. On peut pas le négliger. Fanny, par rapport à la question de ce que Elisabeth disait sur les sacrifices, de devoir se lever tôt, faire des trajets, est-ce que toi, alors tu as déjà évoqué des choses, tu as dû concéder des sacrifices pour accompagner ton mari dans sa carrière? Alors moi, niveau professionnel, comme j'avais déjà des enfants, j'étais en congé parental, donc au niveau des déplacements, ça m'a pas trop posé de soucis. Donc après, de Pau, on est remonté à Dreux, et à Dreux, on y est depuis 2014. Donc sur ça, nous, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Les sacrifices, c'est plus d'être souvent seul, en fait. Hein. Souvent seul, et avoir surtout le quotidien des enfants à gérer toute seule. Et effectivement, les sacrifices moi, que j'ai pu relever, c'est parce qu'il y avait toujours des matchs tous les week-ends, à domicile ou à l'extérieur. Donc tout ce qui était du côté de ma famille, qui n'habite pas à côté, souvent je devais y aller seule. C'est vrai que rarement il m'accompagnait, et j'étais souvent dans ma famille la seule, toute seule avec ses enfants. C'était plutôt de ce côté-là, et de tout ce qui était le côté les entraînements tard le soir, donc forcément au moment de l'heure où il faut prendre le bain, les devoirs, le repas, le coucher, toutes ces choses-là, c'était moi qui gérais toute seule. Tous les week-ends, on ne peut pas prévoir grand-chose parce que souvent il n'est pas là. Donc c'était plutôt dans ce sens-là, les sacrifices. Je te rejoins à 100%, les mariages où on est obligé de venir seul. Ouais. C'est ça. Oui, c'est important de le dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte, forcément. On peut dire ils ont la belle vie, ils ont des beaux salaires. Alors, pour vos maris, je suis pas sûr qu'ils aient des salaires mirobolants par rapport à d'autres joueurs, à d'autres sportifs, et à l'image qu'on se fait, en fait. Et finalement, est-ce que c'est beaucoup de sacrifices pour pas beaucoup de retour aussi, même pour vous, en termes de confort de vie? Comment vous évaluez ça? C'est une bonne question parce que, en fait, nous, ça nous a vachement parlé à un moment donné dans sa carrière, David, pas plus tard qu'il y a un an et demi, sur quel sacrifice on va mener et quel est le retour en fait. Et c'est vrai que là, ces dernières années, fallait voir les entraînements, comme tu dis Fanny, tous les soirs ou 3 fois le soir, donc t'es toute seule, comment tu gères ça, pour quel revenus, parce qu'il faut quand même se dire c'est des revenus, c'est de l'essence, c'est des absences, ok, mais pour quel confort. Et c'est vrai que là, David, c'est officiel, là, il a mis un terme à sa carrière de footballeur. Ça venait de lui, on a pris la décision d'un commun accord, ça venait de lui. Je dis ça pour pas qu'on mette la faute sur moi, mais les fans du FC Nantes notamment. Mais il a posé aussi, on a posé les pour et les contre en fait, jusqu'où on fait un sacrifice pour quelle est la retombée. Est-ce qu'il y a toujours ce désir sportif, cette passion sportive? Est-ce qu'il y a toujours ce challenge? On n'a pas parlé forcément des blessures, mais c'est aussi la vie du sportif, les blessures, la rééducation. En tout cas, nous, on a une période comme ça avec David où il était à Carpap pendant plusieurs mois. Donc, pareil, faire des allers-retours à Carpap, donc c'est en Bretagne. Pendant que moi, j'étais à Brest à travailler. Donc voilà, c'est... à un moment donné, en tout cas, nous, on s'est posé cette question, quelle retombée et est-ce que ça vaut tous ces sacrifices? Voilà. Voilà, Elisabeth, nous, Joe est dans le Johan et du hand, donc forcément c'est pas les mêmes revenus non plus que dans le foot. Et c'était surtout sa passion en fait. C'était surtout sa passion. Et après voilà, maintenant il a 36 ans. Effectivement, lui aussi il est en reconversion, il est en fin de carrière. Donc cette année il souhaitait arrêter complètement le hand, finalement il a reprolongé en équipe 2, mais effectivement c'était des sacrifices, pas tant, il n'y avait pas vraiment c'était vraiment pour sa passion en fait, hein. C'était lui, sa passion. Là il a encore l'équipe du Congo qu'il a du mal à lâcher, donc ça aussi on a il va y avoir des sacrifices
aussi encore par rapport à cette équipe. Mais effectivement, pour Johan, c'était vraiment sa passion en fait. Il n'y avait pas vraiment niveau salaire où il y a beaucoup de sacrifices pour pas beaucoup de retours. Hein. Mais c'est la passion qui les mène en fait, et ça on peut pas leur enlever. On peut pas leur enlever ça. En tout cas, on respecte ça. Et justement, comment vous diriez que leur foi, la foi chrétienne, leur donne un équilibre aussi, un moment pour accepter peut-être de tourner la page, de garder l'équilibre? Est-ce que vous diriez que ça les a aussi gardés, parce que sinon ils auraient pu partir dans d'autres extrêmes? Pour toi, Fanny, comment tu vois ça? Alors moi, effectivement, Joe aussi, ce qui fait qu'il va aussi arrêter le hand bientôt complètement, c'est qu'il est pasteur stagiaire. Donc il a un ministère pastoral qui commence à prendre de l'ampleur, il fait beaucoup de choses pour l'église. Et c'est naturellement en fait que le Seigneur l'emmène ailleurs et que le hand, ça y est, il sent il arrive à la fin et qu'il a envie de faire autre chose, il a envie de se concentrer pleinement dans son ministère pastoral. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités dans notre église, par exemple, qui fait beaucoup d'événements, il gère pas mal de choses, donc il a un amour pour Dieu qui fait qu'il a envie de se concentrer maintenant pour Dieu et voilà, il a profité du hand, il a vécu sa passion à fond et aujourd'hui il a l'appel de Dieu et c'est ça, il a besoin de travailler pour Dieu et de rentrer pleinement dans son ministère, donc forcément le hand commence à perdre de la place dans notre vie pour laisser la place au ministère. Et toi, Elisabeth, du coup? Eh ben, ça a été un process parce que c'est vrai que David imitait auparavant, en tout cas les années, au début de notre relation, il avait quand même encore une grosse partie de son identité dans cette passion du foot. D'abandonner, en tout cas de mettre un terme à sa carrière, c'était pas du tout concevable parce que il était encore dans cette passion et il y avait aussi cette identité qui était fondée sur quand même sur le foot. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'il a je pense que sa foi en Jésus, ça l'a aussi aidé à revoir cette identité, sur quoi elle était fondée, et du coup être beaucoup plus serein aussi vis-à-vis de l'avenir, qu'il continue ou pas le foot en fait. Peu importe. Après voilà, les choses ont fait que il a mis un terme à sa carrière et je pense que ça l'a aidé la foi parce que il sait que il est pas étiqueté footballeur sportif quoi. C'est un homme à part entière et il y a d'autres choses à faire et à développer. J'allais venir à quelque chose parce que vous avez dit des choses qui sont extrêmement importantes et j'avais une petite question avant de poursuivre. Est-ce qu'on peut parler pour David et Johan de reconversion réussie ou quasi-reconversion réussie, selon vous? C'est en process. En tout cas, je suis contente parce que il est en paix, lui, par rapport à cette fin de carrière. J'avais peur que ce soit une souffrance ou un gros sacrifice pour lui et il le vit très sereinement. Et surtout, je vois aussi que ses nouveaux projets, il est aussi passionné que le foot et je pensais qu'il fallait avoir des projets aussi passionnants que le foot qu'il a porté depuis ses 12 ans, quoi. Moi, je rejoins aussi Elisabeth. Pour moi, oui, c'est une reconversion réussie. Il est aussi maintenant agent immobilier. Il est agent immobilier, donc c'est un métier qui s'épanouit vraiment là-dedans. Et forcément, pour lui, il fait ce que Dieu lui demande. Donc, il suit l'appel de Dieu, il a foi, il a confiance, donc il n'a pas peur et il a fait son deuil un peu du hand et il le vit plutôt bien. Ouais. Elisabeth, est-ce que justement dans ce processus, tu vois que le fait que vous alliez avoir votre premier enfant, félicitations, hein, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, à peine un mois, est-ce que tu vois un sacrifice de ton mari qui finalement, dans ce projet en commun, parce qu'il y avait cet enfant, a décidé aussi d'arrêter sa carrière? Oui, c'est vrai que ça a été ça a pesé dans la décision de mettre fin à sa carrière, de savoir qu'on allait avoir un enfant et il voulait privilégier
ces temps de qualité avec nous, avec moi, avec le bébé qu'elle est arrivée. Et effectivement, le planning qu'il avait à ce moment-là, de le poursuivre, ça lui correspondait pas, quoi. Il voulait vraiment se consacrer à sa famille et à ses projets professionnels autres, quoi. Donc oui, le fait qu'il n'avait pas de défi excitant, passionnant du côté du foot, ça l'a aidé à faire cette transition voilà. aussi. Exactement, exactement. Ouais. Okay. Une dernière question, après je te redonne la main, Protin. Vous nous avez parlé de ces défis au quotidien, hein, tout ce qu'il faut gérer. Comment vos maris perçoivent-ils vos défis à vous, vos matchs, vos compétitions du week-end, ce que vous devez gérer, vos courses, si on peut utiliser ces mots-là, et comment ils ont évolué dans leur perception de votre rôle au fur et à mesure des années de mariage? Alors, pour ma part, moi je trouve qu'il m'aide énormément maintenant. Je pense qu'il a pris pleinement conscience de ce que c'était que d'avoir autant d'enfants et de devoir un peu tout gérer seul. Et je trouve qu'il m'aide vraiment énormément. Il fait de plus en plus de choses. Lui-même le dit que c'est pas toujours évident. Donc ça aussi, il admire un peu ce côté où j'ai un peu géré pour que lui puisse vivre de sa passion. Et maintenant, c'est un peu l'effet inverse. Il gère un peu plus ses enfants parce que moi, j'ai repris une activité professionnelle. Donc lui, comme il est sur place directement à Dreux, c'est lui qui gère par rapport quand il faut déposer les enfants à l'école. Souvent, il les chercher. Donc ça s'est un peu inversé et il se rend compte de ce que c'est que d'avoir beaucoup d'enfants et du travail que ça demande. Ça, c'est super. Et oui, c'est vrai que Dave, alors c'est vrai qu'on a qu'un seul enfant et il a mis, c'est vraiment tout récent, donc je dirais qu'il a, en fait, j'ai quand même la chance, David, je pense, il a pris rapidement conscience du fait que j'ai une profession pour laquelle je suis aussi passionnée que lui l'était pour le foot. Et il l'a pris en compte pour beaucoup de décisions, notamment quand il a voulu trouver des clubs de foot, il a essayé au maximum de les trouver là où j'étais à ce moment-là, donc à un moment donné à Brest. Quand il a fallu qu'on se dise c'est plus Brest, il faut aller ailleurs, il a pris en compte le fait que j'avais besoin moi d'être dans une grande ville avec un hôpital universitaire. En tout cas, je cherchais ce style-là, et donc on a cherché aussi en conséquence pour que ni lui ni moi on soit lésés au niveau professionnel. Il est là à chacun de mes défis professionnels, quand j'ai des conférences, quand je dois travailler le soir à la maison. Voilà, il est hyper attentif à ça, et je pense qu'on se stimule, on s'encourage l'un et l'autre dans nos défis. Et là, maintenant que Salomé est arrivée, chacun a sa part pour l'élever. Quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, ouais. Merci pour ces superbes réponses, hein. Vraiment, on a ce qui est super, c'est que vos maris ont pu prendre conscience aussi de vos défis, et le fait que les choses se renversent, c'est aussi important pour l'équilibre de votre couple respectif, hein. Joël, tu voulais rajouter quelque chose? Non, peut-être une dernière question, c'était plus pour Fanny, parce qu'il y a eu un peu un bis repetita, alors contexte un peu différent, mais pour les 1 an de leur fille, avec le défi de faire la Coupe du Monde, et là pour le coup une première Coupe du Monde pour Johan, donc savoir comment ça s'était géré par rapport à la CAN 1 an d'avant, comment vous avez géré ça et comment ça s'est passé? Alors là, tout de suite, ça n'avait rien à voir. On était extrêmement contents pour lui qu'il puisse participer à la Coupe du Monde. Il était vraiment heureux de s'y rendre. Là, on était vraiment avec les enfants à fond derrière lui. On regardait tous ses matchs, on l'encourageait. Non, c'était vraiment, c'était le jour et la nuit, rien à voir. Et puis,
ça nous a fait plaisir qu'il puisse y participer parce que pour lui c'est une expérience extraordinaire et c'est la première fois qu'il y participait. Donc il est parti, c'est vrai, quand la petite a été malade et c'est vrai que ça a été compliqué, mais finalement il est revenu avec la qualification pour la Coupe du Monde et voilà, on regrette pas, on n'a pas de regrets, il a pu participer, c'est une chose qu'il fera peut-être qu'une seule fois dans sa vie, donc on était extrêmement contents pour lui et puis on l'a soutenu, on était tous derrière lui, avec les enfants, on regardait tous ses matchs, on était derrière lui, on l'encourageait et on était extrêmement fiers. Super. Bon, un événement exceptionnel, attitude exceptionnelle, c'est très bien. Bon, après toutes ces belles réponses, superbes, intéressantes, on va laisser place à Joël qui va nous présenter le speed dating. Alors oui, on a entendu beaucoup de choses très très importantes qui ont besoin d'être dites et moi j'aimerais dire que vous êtes mariés avec des champions, mais vous êtes des championnes aussi. Vous êtes des héros et on vous met pas assez en lumière. Et j'aimerais interpeller les sportifs qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux, et aussi les sportives, parce qu'on aura sûrement une émission avec l'inverse, où c'est les dames qui sont sportives de haut niveau et le mari a un autre travail ou s'occupe des enfants aussi à la maison. On espère ça, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est interpeller les champions dans le sport à aussi être des champions et des héros à la maison et de dire que il y a besoin d'eux et il y a besoin qu'ils considèrent aussi, et c'est pas évident quand on est un homme et qu'on est une personnalité publique aussi, on peut avoir tendance à être auto-centré et à tout ramener à soi et surtout quand on a perdu et qu'il y a des moments difficiles, on oublie ce que notre conjointe a pu faire, et je pense que c'est bien de se le rappeler, et j'aimerais nous le rappeler avec deux paroles de deux grands influenceurs, deux grands hommes, deux grands leaders. Un qui s'appelait Paul, qu'on retrouve dans la Bible, et qui a dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. » Donc un exemple de sacrifice, d'amour par l'action. Et puis un autre, Pierre, un leader qui a été des fois impulsif et qui lui était en couple et qui disait « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Et donc je pense que c'est important de considérer que dans le couple, c'est un travail d'équipe et que chacun a à subir une pression, quelle qu'elle soit, peut-être pas devant des milliers de spectateurs, voire des millions pour certains, mais il y a aussi des enjeux au niveau familial, d'autres personnes qui peuvent regarder, il y a une pression qui peut être là et il faut pouvoir accueillir cela. Et donc j'inviterai nos amis, et je me prêche à moi-même, quand on part loin ou qu'on peut avoir un aura médiatique, à se décentrer pour accueillir aussi les besoins de nos chers et tendres et de les comprendre et de les servir au mieux. Voilà ce que je voulais nous encourager ce soir. Merci beaucoup Joël pour ces mots sages qui sans doute nous permettront d'entrer dans une réflexion un peu plus poussée au sujet de nous-mêmes vis-à-vis de nos conjointes et nos épouses. Alors, cette émission touche à sa fin et ce fut vraiment un honneur de vous recevoir, Fanny et Elisabeth, et de vous entendre nous parler de votre rôle aux côtés de vos époux au statut particulier. Puissent vos propos, ces enseignements, moi j'appelle ça des enseignements aussi, puissent-ils attirer davantage notre attention sur l'équilibre d'un couple dans lequel il y a un athlète de haut niveau. Et ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir animé cette émission avec toi Joël. Donc merci à vous trois. Et chers amis, nous vous donnons un rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci et à très bientôt.